Bonjour et bienvenue au module 1 de la formation des femmes investisseurs africaines proposée par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Dans ce module 1, nous couvrirons la thèse d'investissement et la stratégie du fonds. Nous allons vous donner les éléments pour pouvoir comprendre comment composer et élaborer cette thèse pour convaincre vos investisseurs, mais également comment penser à la mise en place, à l'implémentation de votre stratégie d'investissement. Et enfin, nous vous donnerons quelques astuces pour surmonter les challenges auxquels vous pourrez être confrontés. Merci et à très bientôt. Bienvenue au module 1, le développement de la thèse d'investissement et la stratégie du fonds, présenté par Beran Demissier et Gita Tarmaratnam. Pour la version française, Amifani Tonisso. Qu'est-ce qu'un fonds de private equity? Le private equity est avant tout un moyen de financement à moyen long terme qui est fourni en échange d'une quote-part au capital d'entreprises privées à forte croissance. Sur ce slide, nous allons évoquer quelques notions de base importantes du private equity. Le premier terme que nous allons voir, vous allez le revoir souvent, est le terme LP et le terme GP. Ce sont des abréviations de l'anglais, LP signifiant Limited Partner, GP signifiant General Partner. Il faut bien distinguer le LP du GP. Le LP est l'investisseur institutionnel dans le fonds que vous, le GP, cherchez à lever. Le GP que vous êtes, le General Partner, est donc le gestionnaire de ce fonds. La deuxième notion importante est celle des frais de gestion, ou management fee en anglais. Le GP que vous êtes se rémunère de deux façons. La première façon concerne les frais de gestion, c'est-à-dire les frais courants de gestion d'un fonds. En général, ces frais sont exprimés en pourcentage de la taille du fonds. Si vous levez par exemple un fonds de 100 millions de dollars, en tant que gestionnaire de fonds, vous serez payé, rémunéré à hauteur de 2% de ces 100 millions de dollars par an, c'est-à-dire que vous percevrez 2 millions de dollars par an pour couvrir vos frais de gestion. Nous verrons par la suite la deuxième façon de laquelle se rémunèrent les gestionnaires de fonds, qui s'appelle le carry. Parlons maintenant de la structure des fonds. Les fonds d'investissement ont différentes structures. On parle de fonds ouverts, de fonds fermés, de véhicules à capital permanent. Donc, il existe plusieurs termes. En général, les fonds d'investissement en Afrique sont des fonds fermés, c'est-à-dire des fonds à durée de vie limitée. En général, ce sont des fonds de 10 ans. C'est-à-dire que les investisseurs vous prêtent des fonds pour une durée maximale de 10 ans. Il arrive que cette durée soit étendue. Cela fait l'objet notamment de négociations entre les LP et les GP. Mais nous allons garder pour l'exemple 10 ans comme durée moyenne du fonds. Alors, il faut distinguer la durée de vie du fonds de la période d'investissement. La période d'investissement, elle, dure en moyenne 4 à 7 ans pour un fonds qui a une durée de vie de 10 ans. Tout simplement, ça veut dire que si vous levez un fonds qui a une durée de vie de 10 ans, il vous faudra, on va dire, 2 à 3 ans pour constituer votre pipeline et vraiment réaliser les transactions. Donc, en gros, vous n'aurez que 4 à 7 ans de durée pour rester investi dans une entreprise donnée. Un autre élément peut venir affecter la période d'investissement, c'est le moment, le timing de votre investissement. Si vous investissez dans une société lambda en année 4 de votre fonds, par exemple, eh bien, il ne vous restera plus que 6 ans comme période d'investissement dans cette société, puisqu'au bout de 10 ans, vous devez retourner à vos investisseurs les fonds qui vous ont prêtés et, si possible, souhaitable, un retour sur investissement sur lequel vous vous êtes accordé au préalable. Je précise que, en tant que gestionnaire de fonds, les investisseurs attendent également que vous ayez ce qu'on appelle en anglais du skin in the game, c'est-à-dire que vous investissiez de votre propre argent dans le fonds, un pourcentage donné sur le fonds que vous voulez lever. Donc, il est important que vous soyez en mesure de faire cet investissement qui rassure les LPs qui aiment lorsque leurs gestionnaires de fonds ont également le même intérêt qu'eux à voir réussir un fonds donné. Les sorties et le carry sont le dernier élément que nous allons voir sur ce slide. Alors bien sûr, quand on entre dans une société,
c'est pour pouvoir en sortir à un moment donné. Et cette sortie qui s'appelle l'exit en anglais fait l'objet de beaucoup d'attention, tant à votre niveau en tant que gestionnaire de fonds lorsque vous travaillez sur votre stratégie de fonds, mais également au niveau des LPs, des investisseurs, qui sont très intéressés par comprendre comment vous allez réaliser les sorties des investissements et donc réaliser le retour sur investissement que vous leur promettez. Donc, la sortie se fait au bout de la période d'investissement par différents mécanismes. Ça peut être une revente aux actionnaires de la société dans laquelle vous avez investi. Ça peut être une revente de vos parts à une autre société, à un autre fonds, ou encore une sortie par le marché boursier. Alors, on ne peut pas parler de sortie sans parler de carry. Le carry est tout simplement l'excédent au-dessus du coût de financement de votre fonds. Ce coût de financement, on l'appelle en anglais le hurdle rate. C'est en fait le taux de rendement minimum de votre fonds. Tout ce que vous arrivez à réaliser au-dessus est considéré comme du bénéfice et est retourné aux investisseurs en priorité. En général, il y a une répartition tout de même de ce bénéfice entre les investisseurs et les gestionnaires de fonds que vous êtes. Cette répartition en général est de 80% pour les investisseurs, 20% pour les gestionnaires de fonds. Il faut savoir que le taux de rendement minimum et le carry auquel le gestionnaire de fonds peut prétendre sont des éléments contractuels, c'est-à-dire que vous avez un accord préalable juridique avec vos investisseurs sur ces deux éléments clés. Alors maintenant que nous avons vu les notions de base de private equity, intéressons-nous aux spécificités du private equity en Afrique. Un peu d'histoire déjà pour commencer. Le private equity en Afrique a été lancé par les institutions financières de développement, les IFD. Et c'est une particularité de l'Afrique parce que ces acteurs sont jusqu'à présent les acteurs principaux de l'industrie du private equity en Afrique. Les IFD ont pour mandat de favoriser le développement des pays et de ce fait s'intéressent non seulement aux retours financiers, mais également aux impacts sociaux de ces investissements. C'est pour cela que le private equity en Afrique n'est pas juste un moyen de financement, mais c'est également un catalyseur de changement pour les économies et les communautés africaines. Dans un deuxième temps, regardons à présent les caractéristiques des gestionnaires de fonds de private equity. Il y en a plusieurs, mais les plus importantes sont les suivantes. La présence et les réseaux locaux. L'expérience a démontré qu'en Afrique, les fonds de private equity qui sont basés à l'extérieur ont moins de chances de succès que ceux qui sont implantés sur les marchés locaux. Ceci s'explique par le fait que le gestionnaire de fonds s'appuie avant tout sur ses connaissances, son réseau local pour identifier les transactions et les opportunités sur le marché. Il n'est donc pas aisé d'être basé à Londres, à New York ou à Paris et de travailler sur les marchés africains. Ensuite, la connaissance du marché. Cet élément rejoint celui que je viens de citer. Les marchés en Afrique sont souvent petits et différents, fragmentés. Il est donc important pour vous, en tant que gestionnaire de fonds, de démontrer une connaissance de votre marché ou de vos marchés à vos investisseurs, qui en général ne sont pas basés sur le continent. L'élément également important à citer ici est la connaissance et la capacité à mettre en œuvre les standards de développement implémentés par les institutions financières de développement. Alors, on a dit précédemment que le private equity en Afrique est vraiment né de l'action de ces IFD. Et ces IFD ont un mandat social très important. C'est pour ça qu'elles ont développé des standards dans le domaine de l'environnement, dans le domaine du social, dans le domaine de la gouvernance, qui sont des conditions sine qua non pour elles. Ainsi, vous, en tant que gestionnaire de fonds, si vous êtes capable de connaître ces standards et de les implémenter, vous avez déjà une longueur d'avance par rapport à d'autres gestionnaires qui ne sont pas familiers de ces standards. Terminons notre tour du private equity en Afrique en parlant des considérations pratiques. 3 éléments à retenir ici. La sortie ou l'exit, capital pour vous en tant que gestionnaire de fonds, de pouvoir encore une fois démontrer aux investisseurs que vous savez non seulement identifier les bonnes transactions, mais que vous savez sortir de ces transactions afin de réaliser le taux de rendement qui est attendu. Et il n'est pas toujours évident,
malheureusement en Afrique, d'avoir une sortie dont la rentabilité est importante. Pourquoi? Parce que dans des pays ou des marchés plus développés, les États-Unis ou l'Europe, le mécanisme de sortie qui est souvent privilégié est la bourse. Or, sur nos marchés africains, la bourse n'est pas encore assez active pour offrir des possibilités de sortie aux entreprises dans lesquelles vous investissez en tant que gestionnaire de fonds. Il est donc important de repérer cette limitation et de la contourner en ayant des mécanismes de sortie créatifs. Ça existe, la revente aux actionnaires, à d'autres fonds, etc. En tout cas, c'est important pour vous de montrer que vous n'allez pas juste compter sur la bourse parce que les probabilités que vous puissiez sortir par la bourse sont limitées, mais que vous êtes en mesure de proposer d'autres mécanismes de sortie avec de bons rendements. La deuxième considération pratique concerne les devises africaines. Vous allez lever un fonds en tant que gestionnaire de fonds qui est libellé souvent en dollars ou en euros. Vous allez investir dans des entreprises qui opèrent dans des monnaies locales et qui fluctuent énormément. Cet élément peut venir affecter le rendement final de votre investissement. Vous pouvez par exemple vous retrouver dans une société qui opère dans un pays dont la monnaie a perdu soudainement beaucoup de valeur, mais qui a besoin d'importer la plupart de ses matières premières pour fabriquer et pour opérer. Donc, vous voyez ici que c'est une situation qui est difficile, qui affecte les marges de l'entreprise et, au final, le rendement de votre investissement. Troisième élément à considérer sont les changements macroéconomiques. Ce n'est pas exclusif à l'Afrique, toutes les régions du monde connaissent ces changements, mais il existe des périodes et des secteurs d'instabilité en Afrique. Il est donc important pour vous de pouvoir repérer ces éléments, de les intégrer ou de penser à des mécanismes de mitigation. Le secteur du private equity en Afrique constitue une véritable communauté dans laquelle vous avez différentes associations qui ont été créées ces dernières années, qu'il est important pour vous, en tant que futur gestionnaire de fonds, de connaître. Je vais vous citer quelques associations. Les plus connues sont l'African Private Equity and Venture Capital Association, l'AVCA, mais il existe aussi la East Africa Venture Association, la PEVCA, Private Equity and Venture Capital Association du Nigeria, ou encore la SAVCA, le South Africa Venture Capital Association pour l'Afrique australe. Ces organisations de private equity sont des organisations professionnelles qui en général fournissent des opportunités de formation, de networking, font du plaidoyer auprès des autorités pour l'adoption de législation favorable au private equity en Afrique. Elles constituent de véritables viviers de ressources pour les gestionnaires de fonds. Je vous conseille donc de vous rapprocher de ces associations en fonction du pays dans lequel vous vous situez, afin de pouvoir bénéficier de ces opportunités de formation, mais également de vous créer un réseau dans l'industrie et pourquoi pas de bénéficier de conseils également des personnes qui sont en levée de fonds ou qui ont déjà levé des fonds en Afrique. Nous terminons ainsi ce slide sur le private equity en Afrique et nous passons à présent à un sujet qui certainement vous tient à cœur, la levée de fonds. Je partagerai ici avec vous quelques considérations pratiques. Le processus de levée de fonds exige de la persévérance et de la planification. Les compétences techniques peuvent être assemblées, toutefois, la volonté de réussir exige l'engagement total des partenaires du gestionnaire de fonds. Premier élément que nous allons voir, c'est le capital initial pour la mise en place du fonds, c'est-à-dire le coût d'établissement du fonds. Il faut développer un budget complet en gardant à l'esprit que vous aurez besoin de différentes catégories de services professionnels pour vous accompagner, tels les avocats, les comptables, les administrateurs de fonds, etc. Bien noter ici que ces coûts d'établissement pourront être capitalisés pour servir d'apport dans votre participation financière au fonds. Vous vous rappelez que nous avons vu précédemment que les investisseurs dans les fonds attendent que les gestionnaires de fonds participent également financièrement à la levée de fonds. Un moyen pour vous est donc de capitaliser tous les coûts que vous aurez mis en place pour établir le fonds. Et votre participation dans le fonds aura une incidence sur votre carry, va déterminer votre carry. C'est donc important dès le début d'avoir une comptabilité transparente et complète de tout ce que vous allez dépenser pour établir le fonds. Deuxième élément considérant la levée de fonds, le timing. Timing est très important.
il faut déjà être préparé mentalement à passer au minimum 2 à 4 ans en levée de fonds. Il y aura différentes étapes pendant cette durée de temps qui peut être longue, mais il faut être préparé déjà avant de commencer. Le point suivant concerne vos moyens de subsistance. Comment allez-vous faire face à vos dépenses pendant 2 à 4 ans, sachant que vous allez devoir financer en général sur fonds propres, sauf pour ceux qui ont de la chance et qui ont un crédit bancaire, l'établissement du fonds, et vous allez également avoir à supporter vos dépenses courantes de vie. Il faut donc y penser, se préparer, peut-être envisager de travailler à mi-temps ou à temps partiel en attendant d'atteindre un niveau suffisamment rassurant pour vous consacrer à 100% au fonds. Le quatrième et dernier élément qui est vraiment le plus important en ce qui concerne la levée de fonds est le choix de vos partenaires. Un fonds est généralement composé de plusieurs partners ou associés. C'est rare de voir une seule personne lever un fonds, donc c'est une équipe à l'origine. Et comme pour le mariage, il faut bien se connaître avant de rentrer en relation. C'est donc important de pouvoir choisir des partenaires qui vont être des personnes avec qui vous êtes prêt à travailler dans la durée, pour le meilleur et pour le pire, des gens avec lesquels vous êtes alignés non seulement professionnellement, mais aussi sur le plan de vos valeurs, de vos ambitions, et même, je dirais même sur le plan familial, c'est-à-dire que vous êtes dans différents scénarios pour vos familles respectives qui sont compatibles. La thèse d'investissement est l'argumentaire central que vous présentez aux LPs pour les convaincre de l'opportunité d'investir dans votre fonds. Pour être convaincante, il lui faut plusieurs éléments. La thèse d'investissement est l'argumentaire central présenté aux LPs pour les convaincre de l'opportunité d'investir dans votre fonds. Nous distinguons ici les éléments internes de la thèse d'investissement, qui sont au nombre de 5, des éléments externes, qui sont au nombre de 6. Commençons par les éléments internes. Le premier élément, l'opportunité identifiée. Je vous propose ici d'utiliser une approche en entonnoir, où nous commencerons par une description générale du marché, la géographie, les secteurs, les sous-secteurs, la profondeur de ce marché et les principaux acteurs, pour ensuite aboutir à la fin à une description précise du profil des entreprises qui intéressent votre fonds. Le deuxième élément est le calibrage de l'opportunité de marché, c'est-à-dire qu'après avoir identifié l'opportunité de façon générale, grâce à une analyse où vous allez recueillir des données sur le marché, vous devriez être capable d'estimer la taille du marché réel et de justifier ainsi de son intérêt pour un investisseur. La troisième étape est l'identification du pipeline. C'est une étape très importante qui vous aide à rendre plus crédible votre thèse d'investissement. En gros, vous allez expliquer comment vous allez identifier les entreprises qui vont constituer des cibles pour vous. Et il est important d'être précis ici dans votre description de cette entreprise cible, en donnant par exemple des informations sur sa taille en chiffre d'affaires, sur son secteur ou son sous-secteur, sur son positionnement dans celui-ci. Bref, tous les éléments qui aident à distinguer cette entreprise d'autres entreprises et qui en fait une cible privilégiée pour un investisseur. Attention à être cohérent à cette étape. Si vous avez identifié, par exemple, au préalable, les entreprises familiales dans le secteur du bâtiment comme étant des cibles, dans votre pipeline, vous ne pouvez pas parler de multinationales. C'est un exemple pour illustrer le fait qu'il faut rester cohérent durant tout le déroulé de la thèse d'investissement. La quatrième étape est la justification de cet investissement, de cette thèse. Tout simplement, cela signifie qu'il faut répondre à la question suivante. Pourquoi est-ce que l'opportunité que vous avez identifiée est une bonne opportunité en termes de deal, de transaction? Comment, par exemple, vous allez, en 5 ans, doubler le chiffre d'affaires des entreprises cibles que vous avez identifiées? Enfin, le cinquième élément, les facteurs de croissance. Cet élément vous permet, une fois le marché et les caractéristiques de l'entreprise cible clairement identifiées, de démontrer une bonne compréhension de ce qui va influencer la croissance de cette cible. Par exemple, pour quelles raisons ces entreprises, dans ce marché précis, vont connaître une croissance importante. Et encore une fois, cela justifie le fait d'investir aujourd'hui dans ces entreprises et de prendre un pari sur l'avenir, de prendre un risque. Alors, j'espère que ces 5 éléments vous ont permis de faire un peu le tour
de ce qu'une thèse d'investissement convaincante doit contenir, nous allons passer à présent aux 6 éléments qui sont également importants, mais qui concernent plutôt votre organisation interne en tant que gestionnaire de fonds. Le premier de ces éléments, et un facteur très important, est l'équipe d'investissement. Vous entendrez souvent parler du terme track record. Cela signifie simplement qu'il faut expliquer aux investisseurs votre expérience dans l'investissement ou dans la gestion d'investissement si vous avez déjà été gestionnaire. Alors attention ici, c'est un aspect qui peut rebuter celles qui n'ont jamais été gestionnaires de fonds, qu'on appelle des first-time fund managers. C'est un élément important, mais qui ne doit pas vous rebuter parce que ce n'est pas une condition sine qua non. Il existe des investisseurs qui prendront le pari de soutenir des personnes comme vous qui n'ont pas forcément une expérience préalable en gestion de fonds. Cependant, il vous incombe de démontrer vos qualités, votre expérience. Si vous avez déjà travaillé dans d'autres capacités, dans un fonds d'investissement par exemple, vous n'étiez pas forcément gestionnaire, mais vous faisiez partie de l'équipe, vous avez fait des deals. Il faut apporter tout cela dans votre argumentaire pour convaincre les investisseurs et répondre à leurs questions quant à votre capacité à devenir gestionnaire de fonds. Le 7e élément, la compétence complémentaire de l'équipe. Au-delà de l'équipe d'investissement, il y a une équipe globale du fonds. C'est important que ces personnes aient des compétences complémentaires, par exemple dans l'administration de fonds, dans la gestion des standards ESG ou encore dans la conformité. Ces éléments vous permettront d'avoir une équipe avec un profil convaincant. Le 8e élément, c'est l'historique d'investissement en commun. Cela signifie tout simplement que les investisseurs vont chercher à savoir s'il existe un historique entre vous, les membres de l'équipe, si vous avez déjà travaillé ensemble dans des investissements ou dans un autre contexte. Faisons ici une petite pause en nous mettant à la place des investisseurs pour comprendre pourquoi cet élément est important pour eux. Du point de vue des investisseurs, ils veulent maximiser les chances de réussite de votre entreprise et également sécuriser leur investissement. Or, l'expérience a montré que de nombreux fonds ont échoué, non pas parce qu'ils n'ont pas pu avoir une thèse d'investissement convaincante ou qui n'ont pas eu accès à des transactions intéressantes, mais parce qu'il y a eu mésentente entre les associés du fonds. Pour les investisseurs, investir dans un fonds où les associés ont déjà prouvé qu'ils peuvent s'entendre et travailler ensemble sur le long terme constitue donc une garantie importante. Maintenant, plaçons-nous de votre point de vue. Comme indiqué précédemment, il est aussi crucial pour vous de bien choisir vos associés, de privilégier des personnes avec lesquelles vous avez une relation personnelle et professionnelle de long terme afin de maximiser vos chances de succès. Dites-vous que vous allez partager avec ces associés au moins 15 ans de votre vie, au moins, et beaucoup plus, et je vous le souhaite, si vous parvenez à lever des fonds successifs. Le 9e élément de la thèse d'investissement est le modèle financier que vous allez mettre en place qui va réunir tous les éléments précédemment identifiés, c'est-à-dire le secteur, la géographie, le marché, l'entreprise cible, le type d'entreprise dans lequel vous allez investir, les montants que vous allez investir. Tous ces éléments vont ressortir dans un modèle financier qui doit démontrer le niveau de rentabilité de votre fonds. Attention, le modèle prend aussi en compte les coûts d'établissement du fonds. Donc, la taille de l'équipe, tout ce que vous allez dépenser pour mettre en place une administration, etc. Vous devrez peut-être faire des ajustements à ce niveau pour atteindre vos objectifs de rentabilité. Le 10e élément est le sourcing des transactions. Les investisseurs ici doivent bien comprendre votre stratégie à ce niveau. Comment vous allez sourcer vos transactions? Est-ce par votre propre réseau? Allez-vous utiliser des intermédiaires? À quelles conditions? Et comment allez-vous vous assurer d'avoir un flot continu de bonnes transactions? Enfin, le dernier élément de la thèse d'investissement, la cerise sur le gâteau, si vous êtes capable de donner un niveau de granularité suffisant au niveau de la compréhension du consommateur final, vous allez démontrer aux investisseurs que vous comprenez votre cible. Vous l'avez déjà caractérisé dans les mentions précédentes, en termes de taille, de chiffre d'affaires, de secteur, de géographie, etc. Vous allez aller un peu plus loin en montrant également aux investisseurs que vous connaissez le consommateur final de ces entreprises.
que vous êtes capable de les segmenter, de parler de leur pouvoir d'achat, de faire des projections sur l'évolution de celui-ci. Tout cela, ce sont autant d'éléments qui montreront aux investisseurs que vous savez de quoi vous parlez. Nous terminons donc ici les 11 éléments nécessaires pour mettre en place une thèse d'investissement convaincante. Je vous propose dans le slide suivant d'illustrer nos propos en utilisant une approche par secteur ou une approche géographique pour articuler la thèse d'investissement. Donc, vous l'avez compris, en général, une thèse d'investissement commence par un point de vue global, point de vue d'un secteur, point de vue d'une géographie. Illustrons ici nos propos en prenant le secteur de la santé en Afrique. Vous avez différentes manières d'aborder le sujet lorsque vous souhaitez articuler une thèse d'investissement autour de l'opportunité d'un secteur comme celui de la santé en Afrique. Vous pouvez par exemple faire référence au gap de financement qui existe dans la santé en Afrique. Il est estimé à 66 milliards de dollars. Il constitue donc un besoin à combler. Pour aller un peu plus loin et être un peu plus précis, vous pouvez faire référence par exemple à l'augmentation des maladies non transmissibles en Afrique, comme dans le reste du monde d'ailleurs, qui constitue un besoin à combler, par exemple grâce à la construction de cliniques spécialisées dans le traitement de maladies comme le diabète, l'hypertension, etc. L'étape d'après va consister pour vous à identifier le profil des personnes qui font appel à ce genre de services spécialisés dans le secteur de la santé, à dire quelque chose sur leur pouvoir d'achat, comment celui-ci va évoluer, leurs difficultés à se fournir ces services. Donc, vous comprenez l'idée, on parle d'un secteur général et on déroule pour arriver au final à un besoin particulier que les entreprises que vous ciblez vont combler. Nous pouvons prendre un autre exemple de secteur, celui de la FinTech. C'est un secteur qui est en plein essor en Afrique et qui présente de nombreux avantages. Il est moins capitalistique pour commencer que les secteurs traditionnels de la finance comme la banque et les assurances. Et il a quand même permis à l'Afrique de réduire un peu son gap en termes d'accès au financement, même s'il reste beaucoup à faire. Et donc, c'est là que vous intervenez en montrant votre compréhension du contexte général, en identifiant les opportunités pour la FinTech, en vous basant sur des données comme celle-ci. Est-ce que vous saviez que la moitié des comptes de mobile money au monde ont été ouverts en Afrique? Donc, ceci montre qu'il y a un potentiel de croissance qui est réel pour la FinTech en Afrique et que vous pouvez positionner votre fonds sur ce secteur et trouver des transactions rentables. Illustrons à présent une thèse d'investissement qui utilise plutôt une approche géographique. Si c'est votre choix, vous pouvez cibler par exemple une région. Prenons pour les besoins de notre illustration la région de l'Afrique de l'Est, qui en Afrique est celle qui a connu le taux de croissance le plus élevé en 2019, un taux de 5% en moyenne. Pour convaincre les investisseurs, il va falloir leur démontrer une bonne compréhension, une bonne connaissance des différents pays de la région en question, parler de leur complémentarité, des opportunités respectives dans chaque pays. Par exemple, s'il existe un marché ou une monnaie commune, ce sont des données supplémentaires qui sont des avantages. Il faudra en parler. Certains d'entre vous choisiront peut-être une thèse ciblée sur un seul pays. Dans ce cas, il est important de démontrer que le pays est assez diversifié en termes d'opportunités pour justifier le fait de ne pas diversifier justement vos investissements. Si vous utilisez une approche régionale, vous pouvez investir en théorie dans plusieurs pays. Mais si vous utilisez une approche monopays, il faut convaincre les investisseurs que vous ne prenez pas trop de risques en mettant tous vos œufs dans le même panier. Pensez à parler de la taille du marché, des synergies entre les différentes régions. Par exemple, en Afrique du Sud, le tissu d'entreprise que l'on retrouve à Johannesburg est différent et complémentaire de celui qu'on retrouve à Durban. Et donc, à partir de là, il vous incombe de convaincre les investisseurs que faire le choix d'investir dans ce pays est un bon choix. À présent que nous avons développé une thèse d'investissement convaincante, je l'espère, il faut parler aux investisseurs de la mise en œuvre
de la thèse d'investissement. Et donc ici, vous allez donner des informations aux investisseurs sur différents points. Le premier de ces points, c'est l'avantage concurrentiel de votre fonds par rapport aux autres. Il est important donc pour vous de faire une analyse concurrentielle, de connaître l'environnement dans lequel vous vous trouvez, connaître les acteurs, c'est-à-dire les autres fonds d'investissement qui existent déjà, et donner cet aperçu de la concurrence aux investisseurs tout en expliquant ce qui vous différencie. Pourquoi une société choisirait de travailler avec vous plutôt qu'un autre fonds d'investissement? Important également de parler du niveau de saturation du marché, c'est-à-dire que lorsque vous aurez établi les différents critères qui vous permettront de repérer les entreprises intéressantes pour vous, sur un volume de 100 entreprises, il vous en restera peut-être à la fin 5, après l'établissement des critères. C'est important donc de montrer que vous avez dans le marché un volume suffisant de transactions qui pourront venir alimenter pendant toute la durée d'investissement votre fonds. Alors, il est important ici de ne pas être trop restrictif, donc vous l'aurez compris, dans sa thèse d'investissement. Un moyen de contourner cette difficulté pourrait être d'être un fonds multigéographique, avoir accès à plusieurs marchés de façon simultanée. C'est souvent le cas pour les fonds qui s'établissent dans la zone francophone de l'Afrique, parce que les marchés dans cette zone sont en général petits et ne justifient pas une thèse d'investissement monopays. Donc, un moyen pour vous de vous assurer d'avoir accès à beaucoup de transactions serait d'être présent sur plusieurs pays en même temps. Toujours sur la mise en œuvre de la thèse du fonds, parlons à présent de la stratégie de la valeur ajoutée. Vous l'entendrez plusieurs fois durant cette formation, mais je pense que c'est important de le répéter à chaque fois. La différence fondamentale entre la banque et le private equity est la présence d'une stratégie de création de valeur, au-delà de l'apport en capital. Ces deux éléments doivent ressortir clairement dans la thèse de fonds, mais aussi, vous devez être en mesure de détailler clairement votre stratégie de valeur ajoutée pour les entreprises dans lesquelles vous allez investir. Par exemple, vous avez peut-être vous-même ou dans votre équipe une expertise particulière dans un secteur qui peut bénéficier à vos entreprises cibles. Il faut en parler et il faut expliquer comment vous mettez en œuvre cette expertise. À noter également que beaucoup de fonds mettent en place des programmes d'assistance technique pour soutenir leurs efforts de création de valeur. Et souvent, certains investisseurs sont prêts à contribuer à ces fonds, sans attendre de rendement financier, mais plutôt à la recherche d'un impact. C'est donc une opportunité à saisir, lorsque vous parlez à ce genre d'investisseurs, d'exprimer clairement votre stratégie de valeur ajoutée et clairement vos besoins en termes de financement, parce que cela coûte de mettre en place ce genre de stratégie dans les entreprises où vous avez investi. Et si vous mettez en place une stratégie de création de valeur efficace, c'est-à-dire qui permet à l'entreprise d'améliorer non seulement ses performances financières, mais également ses performances dans le domaine de l'environnement, du social, de la gouvernance, cette entreprise constituera une cible privilégiée pour d'autres acquéreurs potentiels. C'est pour cette raison qu'il est important que tous les éléments de votre stratégie soient cohérents et aboutissent à un mécanisme de sortie réaliste qui produit les retours sur investissement que vous avez décrits. Le dernier élément ici, et pas des moindres, est la gouvernance. La gouvernance, par définition, ce sont les mécanismes et les organes en place pour sauvegarder les ressources et s'assurer que les prises de décision sont transparentes et objectives. Nous parlons de gouvernance dans votre fonds, mais également de gouvernance à l'intérieur des entreprises dans lesquelles vous avez investi. Attention ici, il existe de nombreux exemples de fonds qui ont connu des succès commerciaux importants, mais qui n'existent plus aujourd'hui
pour cause de mauvaise gouvernance. C'est donc un aspect sur lequel les LPs sont devenus particulièrement sensibles ces dernières années. C'est à vous de leur démontrer qu'ils peuvent vous faire confiance et que vous avez la capacité d'établir et surtout de suivre des stratégies, des règles de bonne gouvernance. À présent, abordons la problématique ou le thème du pitch book. Le pitch book désigne tout simplement le document dans lequel vous présenterez votre thèse d'investissement. Ce document est généralement réalisé sur PowerPoint et sauvegardé en format PDF pour être distribué aux différents investisseurs potentiels avec lesquels vous avez établi un contact. Avant d'aborder le contenu du pitch book, quelques conseils pratiques. N'hésitez pas à mettre en avant vos success stories, c'est-à-dire vos réussites, dans le cadre d'investissements que vous avez réalisés dans le passé. Partagez aussi vos échecs et les leçons que vous avez apprises pour montrer que votre expérience vous a servi à former une nouvelle opinion sur la meilleure façon d'exécuter des investissements. Mettez en avant les membres de votre équipe. Un fonds qui connaît du succès est en fait le fruit d'un travail d'équipe et très rarement un one-man ou un one-woman show. Enfin, soyez authentique, soyez vous-même tout en étant analytique dans vos propositions et objectif dans vos opinions. Alors, la plupart des pitch books présentent au moins les 11 éléments qui sont détaillés sur ce slide. Le premier élément est l'aperçu du fonds. Ce slide est certainement celui sur lequel vous allez passer le plus de temps à échanger avec les investisseurs. Souvent, 25 à 50% du temps de la réunion est consacré à ce slide. Pourquoi? Parce qu'il contient toutes les informations utiles à l'investisseur potentiel pour comprendre votre proposition. N'hésitez donc pas à passer du temps à travailler ce slide, à présenter de façon succincte toutes les caractéristiques de votre fonds. Deuxièmement, l'équipe du fonds. Ici, vous allez parler des différentes personnes qui constituent votre équipe, de leur expertise, leur capacité à travailler ensemble pour exécuter la stratégie du fonds. Troisièmement, le track record de l'équipe, c'est-à-dire ses expériences précédentes en investissement, le rôle joué dans ces investissements, qui rend crédible la capacité de l'équipe à exécuter la stratégie présentée aux investisseurs. Quatrièmement, la stratégie du fonds. Sur ce slide, vous allez reprendre de façon succincte tous les éléments dont nous avons parlé précédemment dans cette présentation. Votre approche géographique, sectorielle, votre proposition de valeur dans les détails. Cinquièmement, le pipeline, c'est-à-dire les transactions potentielles que vous envisagez de faire une fois les fonds disponibles. N'hésitez pas ici à donner des exemples de sociétés réelles tout en occultant leur nom pour justement soutenir le fait que vous avez déjà ou que vous êtes en mesure d'identifier des investissements intéressants. Sixièmement, les termes clés du fonds. Les termes tels sa structure juridique, sa taille, le montant que vous souhaitez lever, les fees, les management fees que vous espérez recevoir en tant que gestionnaire, etc. Septièmement, l'opportunité de marché. Il s'agit ici d'être spécifique. Votre stratégie vise un marché spécifique et vous allez pouvoir fournir des données chiffrées pour quantifier cette opportunité de marché. Plus vous serez précis sur ce point, plus les investisseurs seront en confiance.
Huitièmement, la taille du fonds. Il existe différentes façons d'estimer la taille nécessaire pour un fonds, c'est-à-dire le montant à lever. Il est essentiel pour vous de justifier la taille que vous avez choisie, car c'est une question qui va souvent vous être posée par les investisseurs potentiels. Neuvièmement, la gouvernance. Comme nous avons vu précédemment, il est important de se mettre à la place de l'investisseur pour le rassurer sur les mécanismes en place pour assurer le bon fonctionnement de votre fonds, mais également sauvegarder les intérêts de cet investisseur. Quels sont vos organes de décision? Qui sont les membres de votre comité d'investissement? Quelle est leur expérience? Quelle est leur réputation sur le marché? Quels sont les contrôles en place? Autant de questions auxquelles vous devrez apporter des réponses satisfaisantes. Dixièmement, le processus d'investissement. Il existe là aussi différentes formes de processus d'investissement. L'essentiel pour vous est de montrer aux investisseurs que vous avez un processus logique et clair et que vous serez en mesure de suivre sans exception ce processus pour analyser tous les investissements potentiels que vous apporterez dans le fonds. Dernièrement, l'environnement concurrentiel des GPs, des gestionnaires de fonds. Ici, vous montrerez votre connaissance de la concurrence en parlant des autres fonds qui existent, en expliquant comment vous vous situez par rapport à eux, quelles sont vos différences, ou encore comment vous venez compléter l'écosystème des fonds en Afrique. Passons à présent au dernier slide. Vous pouvez posséder la meilleure stratégie, la meilleure équipe. Il n'en demeure pas moins que vous rencontrerez des défis durant ce long processus de levée de fonds. Nous souhaitons ici attirer votre attention sur quelques défis que nous avons identifiés. Il en existe beaucoup plus d'autres. Et vous donner aussi quelques conseils, quelques astuces. Premièrement, ne cherchez pas à plaire à tout le monde. Chaque investisseur aura son opinion sur votre stratégie en fonction de sa propre stratégie, c'est-à-dire du type de general partner qu'il recherche. Soyez donc flexible, à l'écoute, sans pour autant vous sentir obligé de changer de stratégie à chaque fois que vous parlez à un nouvel investisseur. Deuxièmement, soyez objectif et authentique. Les investisseurs voient des centaines de pitchs par an. Le vôtre doit être exprimé avec votre sensibilité, votre connaissance particulière du marché que vous visez pour sortir du lot. Évitez le copier-coller ou les aspects trop consensuels. Troisièmement, persévérance, persévérance, persévérance. Le chemin est long, 2 à 4 ans. Soyez préparés à recevoir du feedback. Incorporez ce qui fait sens par rapport, encore une fois, à votre sensibilité et à votre connaissance du marché. Et continuez à améliorer votre proposition. Quatrièmement, ne prenez pas un non au sens personnel. Très souvent, un investisseur vous dira non parce que votre proposition ne correspond pas à sa stratégie. Cela ne veut pas dire que vous avez une mauvaise proposition, mais plutôt que ce n'est pas le type d'investisseur qu'il vous faut. Il vous faut donc rechercher des investisseurs qui sont, entre guillemets, compatibles avec ce que vous proposez. Au final, croyez en vous et persévérez. Après plusieurs non, viendra certainement un oui qui catalysera votre levée de fonds. Le premier oui vous ouvrira les portes d'autres investisseurs. Croyez en vous, vous pouvez y arriver. Nous arrivons ainsi à la fin de cette présentation du module 1 sur la thèse d'investissement et la stratégie du fonds. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à suivre cette formation que moi à en donner. Nous avons couvert beaucoup de notions que nous approfondirons dans les prochains modules.
Je vous remercie pour votre participation et je vous dis bravo pour votre engagement. Restez connectés et engagés pour la suite. Encore une fois, merci et à très bientôt.